Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, à l'occasion de la Journée internationale sur les peuples autochtones, coup de projecteur sur une loi pionnière en matière de droits des peuples autochtones dont s'est dotée la République du Congo tout récemment. Cette loi a été mise en exergue lors de la 11e session de l'instance permanente sur les peuples autochtones réunie au siège de l'ONU à New York. Une loi qui gagne à être connue et qui est porteuse de beaucoup d'espoir. Bonne écoute. Face à une population autochtone en voie de disparition et sous l'impulsion de son président Denis Sassou Nguesso, la République du Congo s'est dotée en 2010 d'une loi protégeant les droits de ces populations. Première du genre sur le continent africain, cette loi cherche non seulement à reconnaître les droits des autochtones, mais à les intégrer dans l'ensemble national. Pour ce faire, la loi non seulement établit la reconnaissance des peuples autochtones, mais elle leur octroie des droits, notamment des droits fonciers, d'accéder aux services de santé et à l'éducation, et le droit de s'organiser pour préserver leur existence et mieux faire valoir leurs différences et leurs atouts. Les précisions du porte-parole du gouvernement et ministre de la communication congolais, bienvenue au Kimi. Aujourd'hui, au sortir des indépendances, nous avons pensé qu'il fallait rétablir la situation juridique. Nous, les Bantous, nous avons estimé qu'il fallait le faire. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus de 50 ans après les indépendances, nous avons pris une loi pour rétablir l'équilibre juridique entre les Bantous et les populations autochtones. Parce que nous partons du principe que pour développer un pays, il n'est pas question de faire des différences entre les composants de cette population-là. Les populations autochtones ont des différences, ont des subjectivités à faire valoir et ces différences-là doivent participer du développement du pays. Par exemple, en termes de pharmacopée, les populations autochtones ont des connaissances dans l'utilisation des plantes, dans les solutions à apporter par exemple, dans l'éradication d'un certain nombre de maladies. Alors comment va se traduire cette loi en réalité? Concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter? Concrètement, première des choses, en termes d'éducation. Si on veut que les populations autochtones du Congo et d'ailleurs puissent défendre leurs droits, il faut que ces populations-là soient éduquées. À travers cette loi de 2010, nous ramenons l'école du Congo dans les terres des populations autochtones. Et nous faisons aussi en sorte que l'éducation que nous leur prodiguons s'adapte à leur mode de vie parce qu'ils ont aussi une relation très particulière à la terre. Ce que les Bantous vivent à l'école est différencié de ce que les populations autochtones doivent vivre à l'école. Donc une adaptation pour que ces populations-là ne rejettent pas l'éducation. Premier élément. Deuxième élément encore très important, nous avons fait des études avec le système des Nations Unies. Ces études ont montré que le VIH-Sida avait une capacité de pénétration très importante au sein de ces populations autochtones, plus que chez les Bantous. Donc on a fait en sorte que le dépistage, les soins soient ramenés dans ces territoires autochtones pour éviter qu'ils ne meurent davantage que les autres composants de la population du sida. Ça, c'est une bataille que nous menons avec le Fonds des Nations Unies pour la population et on peut penser que cette bataille sera gagnée parce que nous avons mis des antennes au sein de tous ces territoires-là. Troisième élément très important, nous leur reconnaissons des droits en termes d'administration de leur territoire. Nous leur reconnaissons des droits successoraux et aussi les actes de naissance. Chaque enfant autochtone qui naît a un acte d'état civil. C'est très important pour son implication dans la vie congolaise parce qu'il sera à ce moment-là amené aussi à servir le pays, à servir ses concitoyens congolais, à servir aussi ceux qui sont autochtones comme lui. Et dernier point, les peuples autochtones ont besoin de s'organiser, comme toutes les composantes de la société congolaise. Nous avons fait en sorte de créer le réseau national des populations autochtones du Congo. C'est un espace de réflexion, c'est un espace qui permet de se projeter dans l'avenir du Congo avec cohérence et en tenant compte de leurs particularités. Nous leur donnons cette possibilité-là avec l'appui du système des Nations Unies. Donc c'est maintenant à eux de dire, si je puis me permettre de façon simplifiée, voilà ce que nous voulons en termes d'administration de nos territoires, voilà ce que nous voulons en termes d'éducation, voilà ce que nous voulons en termes d'accès aux soins de santé, voilà ce que nous voulons en termes d'accès à la gestion publique. Cette loi se démarque d'autant plus qu'elle a été élaborée en collaboration avec la participation des peuples autochtones du Congo-Brazzaville et de la population majoritaire bantoue.
avec le gouvernement ainsi qu'avec l'assistance d'organisations internationales, dont les Nations Unies, notamment du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. David Lawson, représentant résident du FNUAP en République du Congo, a été étroitement impliqué dans le processus d'élaboration. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les peuples autochtones est venu au Congo en novembre 2010 et il a pu lui-même constater que la loi était justement associative de l'ensemble des parties prenantes. Alors nous, au Fonds des Nations Unies pour la population, nous avons accompagné le gouvernement dans l'élaboration de cette loi sur les questions de droit de la santé et de la reproduction, les questions d'équité et d'égalité de genre, qui sont aussi des questions juridiques qui sont abordées dans la loi, bien entendu les questions plus générales de citoyenneté et puis la question du VIH-Sida, autant de questions qui sont abordées dans cette loi qui couvrent l'ensemble des thématiques économiques et sociales, donc qui visent en réalité à ramener les peuples autochtones dans des droits égaux à ceux du reste de la population. Ce que nous appelions autrefois les pygmées ont été depuis des siècles en réalité assujettis dans tout domaine, les droits, l'exploitation au travail, l'exploitation sociale, économique, malgré la constitution récente du pays. Il s'agissait donc avec cette loi de leur ramener des droits équivalents en les proclamant haut et fort à ceux de l'ensemble de la population. Donc il y a une forte symbolique sur un continent où vous savez les questions ethniques sont toujours des questions un peu problématiques et vous savez que cette question reste une question épineuse pour le continent. Et normalement il y a des enjeux économiques importants, ils sont ancrés dans des rapports historiques et des différences économiques et politiques. En ce qui nous concerne au Congo, la question est principalement sociale. Nous n'avons pas de revendication de la part des populations autochtones sur des droits à l'autonomie. Et ils n'ont pas non plus de territoires qui comprennent des ressources naturelles exploitables, importantes, qui justement donnent lieu à des conflits d'intérêts. Alors, ces conflits d'intérêts pour le Congo ne se produisent pas parce que la loi congolaise en matière foncière est protectrice justement de la forêt et donc de ses ressources forestières, mais aussi des populations de la forêt. Alors, un des points à souligner dans l'élaboration de cette loi, c'est le processus de dialogue entamé entre le gouvernement, les peuples autochtones et les divers partenaires sur le terrain. Alors, comment s'est-il effectué? À travers les réseaux de la société civile? Absolument. Ce qui est assez intéressant, c'est que le gouvernement a souhaité et a contribué à la mise en place d'un réseau. Les autochtones disposaient d'associations dans différents domaines et nous avons mis en place un réseau, donc avec l'appui du système des Nations Unies, là aussi, qui permet justement d'avoir une représentation autochtone à Brazzaville qui soit l'interface et représentative des intérêts des autochtones dans l'ensemble du pays. Et c'est à travers ce réseau que le dialogue a pu s'engager et la négociation autour de la loi être menée. Alors les parlementaires, bien entendu, ont été impliqués. La population bantoue qui dominait en quelque sorte et discriminait les populations autochtones a dû être sensibilisée. Nous avons aussi sensibilisé les autochtones à leurs propres droits, puisque le déséquilibre historique existant était quelque chose qui était entré dans les mœurs et donc chacun se retrouvait dans son rôle. Et donc là aussi, il y a eu un gros travail avec cette loi de sensibilisation et d'explication que ce rapport déséquilibré n'était pas la normalité des choses et que chacune des deux parties devait maintenant respecter les droits soulignés dans cette loi. Yamanga di bema. Yamango mbema. Yamanga di bema. Et si l'expérience congolaise pouvait être appliquée à d'autres pays? Si les pays africains arrivaient à s'en inspirer et à réconcilier leur population au niveau national? La loi a été mise en exergue lors de la 11e session de l'instance permanente des peuples autochtones, tenue il y a quelques semaines au siège des Nations Unies à New York, avec à la clé un déjeuner de travail auquel tous les représentants africains auprès de l'ONU ont été invités par la mission congolaise pour sensibiliser les pays africains à cette loi. Certains ambassadeurs ont relevé la complexité des questions autochtones dans leur territoire, complexité surtout attribuée aux divers flux migratoires observés au fil des siècles ou à des conflits relatifs aux ressources naturelles. Pour d'autres, c'était l'occasion de découvrir la question, à l'instar de Nejmedine Lahal, le représentant permanent adjoint pour la Tunisie.
Ça m'a tout d'abord donné l'occasion de me familiariser avec la loi congolaise et les avancées qui ont été enregistrées dans ce pays. Je pense que c'est une loi avant-gardiste et je pense qu'elle devrait être suivie par d'autres pays qui ont la question des populations autochtones. Faire intégrer les populations autochtones dans la société ne devrait certainement bénéficier à toute la nation tout entière. Alors je pense que c'est une avancée. Alors, qu'en ont pensé certains membres des communautés autochtones présents lors de la réunion de l'instance permanente? La réponse de Diel Mwenge Mochile, un patois du programme d'intégration de développement des Pygmées du Kivu. C'est une excellente idée, c'est un élément louable et à capitaliser. Mais néanmoins, de tout ce que j'ai constaté ici, j'étais moi-même à l'ouverture de la session et j'ai remarqué des faits que je n'ai pas intériorisés du positif. Par exemple, il disait que la loi est sous la prédominance du président de la République. C'est une bonne chose. Ça pouvait être en guise de la promotion des populations autochtones. Mais aussi, un deuxième élément négatif. Sa délégation était composée de plus de 10 personnes. Aucun de ces groupes qu'on est en train de plaider pour eux. Alors là, je n'ai rien compris. Nous sommes là, on est en train de participer dans les caucus des populations autochtones africaines. Et pourtant, il y a une grande délégation qui est venue du Congo-Brazza. Il n'y a aucun autochtone qui est avec nous. Ça vous fait douter de ce processus de véritable dialogue national? Effectivement, ce qu'on fait pour moi, sans moi, on le fait toujours contre moi. Je n'ai pas du tout sûr qu'ils ont manqué un délégué autochtone qui pouvait être ici. Sinon, nous en avons beaucoup là-bas et qui sont à mesure d'être ici et de lire et de présenter tout ce qui a été présenté là-bas. Nous en avons parce que nous nous rencontrons toujours dans le cadre des FIPAC. Et le FIPAC est toujours organisé au Congo-Brazza. Apparemment, la délégation Pygmée du Congo aurait connu des problèmes de visa pour se rendre à la conférence. Néanmoins, l'optimisme réservé par rapport à cette loi semblait être un sentiment communément partagé lors de la réunion. Comme en témoigne Sadouata Aboubakrine, secrétaire général du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, l'IPAC, et leader de Tin Hinan, l'association pour l'épanouissement des femmes nomades. Peut-être que cette loi pouvait servir d'exemple à un moment donné, mais est-ce que ces lois sont mises en œuvre? Regardons même les lois qui sont dans la constitution malienne, les lois qui sont à la charte des droits de l'homme. Est-ce qu'elles sont mises en œuvre? C'est ça la question. Oui, alors vous signalez ce décalage entre la théorie, le cadre juridique et la réalité du terrain, l'application de ces lois. Un des messages par rapport à cet exemple congolais, c'est d'inciter à la mobilisation, d'inciter vraiment à un nouvel avenir où tout le monde participe d'un dialogue national en reconnaissant que chacun apporte quelque chose. Est-ce que vous y croyez? Je pense que si les uns et les autres respectent les droits, on ne marginalise pas les uns et les autres et on invite les uns et les autres à un dialogue véritable et des mises en œuvre des textes qu'on établit à travers ces dialogues, comme par exemple cette loi du Congo qui vient d'être effective. Effectivement, tous les peuples qui veulent être unis, rester dans une nation, dans un pays ensemble, pourraient vivre mieux, pourraient vivre en meilleure cohabitation, avec moins de discrimination raciale, avec moins de marginalisation et donc le respect des droits des uns et des autres. Le Congo-Brazza espère servir d'école aux autres pays africains. La question des peuples autochtones est présentement à l'étude au sein de l'Union africaine. Aussi, le Congo-Brazzaville a offert d'accueillir la précession de l'instance permanente à Brazzaville l'an prochain. Rendez-vous est donc pris à Brazzaville début 2013 pour la plus grande rencontre des peuples autochtones en Afrique. Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée cette semaine aux droits des populations autochtones en Afrique.
Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté par Christina Silvero avec la collaboration de Jérôme Longuet et de Florence Westergaard. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.